Donc, on est de retour à Entreville et Monde. Aujourd'hui, on parle de planification du territoire, de planification urbaine. Donc, on va accueillir nos invités. D'abord, Antoine Verville, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, du travail à la communauté métropolitaine de Québec. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que les gens connaissent bien ça? David, tu connais ça, la communauté métropolitaine? Je connais pas ça, mais je vais être honnête, c'est quelque chose, je sais même moi-même, mal connu. Je sais de la population mal compris. C'est quoi la CMQ vis-à-vis la ville? C'est quoi son territoire, tout ça? C'est quoi ses mandats? Mais vous n'êtes pas les seuls. Hein? C'est souvent une organisation qui est assez peu connue de la population. Merci de nous donner l'occasion d'en parler. La communauté métropolitaine, c'est un organisme qu'on dit supramunicipal. Donc, on regroupe 28 municipalités qui ont toutes une dépendance avec la Ville de Québec, d'une certaine façon. Donc, on parle de la Ville de Québec, la Ville de Lévis, de l'autre côté du fleuve, mais aussi toutes les municipalités autour. On peut penser à l'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-des-Maures, toutes les municipalités aussi de l'île d'Orléans, de la MRC de la Côte-de-Beaupré et de la MRC de la Jacques-Cartier, donc Stoneham, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Beaupré, Saint-François de l'île d'Orléans, etc. 28 municipalités qui sont regroupées autour d'une instance pour aborder des sujets qu'elles ne peuvent pas aborder seules, qui dépassent leurs limites municipales. Comme quoi? Sont quoi les sujets, disons, que vous traitez à la CMQ, que c'est plus facile de traiter à l'hôtel de ville de Beaupré ou... Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'aménagement du territoire aujourd'hui, mais ça pourrait aller dans plein de sujets, hein, en développement économique, en environnement aussi. On a des actions, mais en aménagement du territoire, on peut penser par exemple à l'étalement urbain. Évidemment, ça dépasse une seule municipalité. Hein. Si on veut contrôler l'espace qu'on utilise pour se développer, il faut le faire plusieurs municipalités ensemble. Même chose, par exemple, la conservation des milieux naturels. Donc, on a des grandes ressources naturelles super intéressantes là, en périphérie de la ville de Québec, qui est important de conserver pour les services qu'elle rend à la population. La protection des sources d'eau potable, donc l'eau qu'on boit vient par exemple des montagnes de Stoneham ou de la rivière Montmorency. Donc ce sont vraiment le type de thématiques qu'on peut traiter là, pour assurer une cohérence entre la ville de Québec et ses voisins. Génial. On va y revenir. Et on accueille également Mélissa Coulombe, Leduc, conseillère municipale du district du Cap-au-Diamant. Bonjour. Allô. Donc, toi, tu es responsable du plan d'urbanisme. Oui, co-responsable, parce qu'en fait, moi, j'ai les dossiers d'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Québec, entre autres. Puis ma collègue Marie-Pierre Boucher, qui a les dossiers de l'aménagement aussi, là, le co-porte avec moi. OK. Puis je pense qu'on comprend bien que c'est à l'échelle de la Ville de Québec. Vraiment. Le plan d'urbanisme, c'est un document maître, si j'ai envie de dire, là, au niveau des grandes orientations sur comment on développe le territoire de la Ville. À la Ville de Québec, il n'a pas été mis à jour depuis 2005. Donc, à l'époque, c'était Jean-Paul Lallier qui était maire de Québec, entre autres. Et donc, c'est drôle parce que les équipes en consultation, ils font une petite présentation, puis là, ils montrent, dans le fond, où on était en 2005. C'était l'année de l'ouragan Katrina, entre autres. Au niveau même de la collecte des matières résiduelles, des matières recyclables, où on était, on commençait presque. Là, avec, non, c'est beaucoup d'eau qui est coulée sous les ponts. Donc, une mise à jour s'impose, j'ai envie de vous dire, au plan d'urbanisme. Oui, puis là, ça débute. Oui, on est encore au début de la démarche, là, j'ai envie de dire. On a fait quand même des démarches de consultation, puis je pense que ça, la Ville a envie d'innover dans ses façons de faire là, par rapport à comment on va consulter les gens, puis on va à la rencontre des gens. On est allé dans les camps de jour. Consulter les enfants. Oui, les adultes de demain. On est allé dans les camps de jour. On a installé aussi des boîtes à idées qui ont tourné, si je peux me permettre, dans les lieux de loisirs de la ville, donc Arena, centre communautaire. Donc, ça a tourné tout l'automne. On a aussi fait des consultations par arrondissement, mais vraiment des consultations, on va dire, encadrées sur des thématiques où on était plus sur, comme avec des grands approns, où on était plus sur
faire parler les gens sur les enjeux qu'ils identifient en lien avec des thématiques comme l'environnement, la mobilité. La mobilité, d'ailleurs, c'est travailler à la CMQ aussi, entre autres. Ça dépasse le cadre de la Ville de Québec. Le patrimoine. Donc, on était plus en mode de poser des questions sur les grands défis que les gens rencontrent. Est-ce qu'ils trouvent qu'ils sont en sécurité à la Ville de Québec? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Donc, on était vraiment en mode question comme ça, en termes de travail. Donc, ça s'est terminé à l'automne. Et là, on va vers les partenaires davantage ce printemps. Il y a un grand sommet PUM, plan d'urbanisme et de mobilité, donc c'est intégré, et qui va avoir lieu ce printemps. Et là, ça va être avec les partenaires là, de la Ville de Québec, organismes, entreprises, qu'on va faire cette grande consultation-là. Génial. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? On parle de plan d'urbanisme, la PMAD de la CMQ. Est-ce que je pense que les deux sont en développement en même temps? Est-ce qu'il y a une collaboration entre les deux instances? Oui, mais le PMAD, c'est le Plan métropolitain d'aménagement et de développement. C'est l'outil d'aménagement du territoire qui va donner les grandes lignes directrices à l'échelle de la région métropolitaine sur plusieurs thématiques. Une fois que le plan métropolitain est en vigueur, on en a un en vigueur en ce moment depuis 2012. Là, on est en révision. Donc, en ce moment, on est en consultation publique pour un plan métropolitain révisé. Mais une fois qu'on adopte le plan révisé, les autres instances doivent se conformer au plan métropolitain. Donc, il y a plusieurs échelles de planification. D'abord, c'est le schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec qui va devoir avoir un processus de révision pour se conformer là, au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Puis ensuite, le plan d'urbanisme aussi. Donc, par ce processus-là, on s'assure que les 28 municipalités vont finir avec des plans d'urbanisme ou des règlements d'urbanisme qui vont tous dans la même direction. OK. Donc aujourd'hui... L'implication, comme... C'est une espèce de système, je m'excuse, de poupées russes, hein, dans le fond, là, qui s'imbriquent l'une dans l'autre, puis qui sont concordants, puis qui se parlent. Donc. Puis, question générale, pourquoi faire de la planification? Pourquoi y mettre autant d'énergie? Parce que ça peut prendre plusieurs années, là, planifier. Tout à l'heure, Antoine, tu me disais, ça fait plus de 6 ans, je crois. Oui, nous, on est en révision active depuis 2019. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a l'exercice de révision, d'écrire le document, mais c'est surtout de développer une vision cohérente et commune à l'échelle régionale, qui est le grand travail, créer des consensus, où est-ce qu'on veut aller ensemble. Avec notre plan métropolitain de 2012, par exemple, on amenait beaucoup l'idée de la densité urbaine, puis il y a plusieurs municipalités là, qui ont embarqué là-dedans, qui ont essayé de faire davantage de densité dans les centres-villes. Là, on est dans un PMAD, par exemple, un plan métropolitain, où on veut aller davantage dans des milieux de vie complets, inclusifs, durables, attrayants, l'accès aux milieux naturels, la résilience au changement climatique, aux aléas naturels, assurer la qualité de nos milieux de vie là, dans tous leurs aspects, incluant la mobilité aussi. Donc, pour être capable d'adopter un plan métropolitain de cette nature-là, puis s'assurer que tout le monde dans la région va aller vers la même direction, mais il faut créer quand même cette vision-là commune. Il y a un travail administratif, mais un travail politique aussi là, qui se fait avec les élus qui siègent à la communauté métropolitaine de Québec. C'est eux qui donnent l'orientation politique, je vous dirais. Là. Puis, dans ce cas-ci, leurs grandes orientations ont beaucoup été justement autour de la mobilité durable, autour des milieux de vie complets, autour de la conservation des milieux naturels, faire face à la crise climatique aussi. C'est des choses qu'on abordait un petit peu moins en 2012. Hein? Une autre époque aussi, là, on était au balbutiement. On actualise un peu avec les problématiques de notre époque. Auxquelles on doit faire face. Oui, c'est ça, pour faire une planification. Est-ce qu'il y a des actions qui viennent également avec la planification? À notre échelle, il y a tout un plan d'action qui vient avec notre plan métropolitain, mais ce sont souvent des grandes actions générales d'acquisition de connaissances, par exemple, ou de développement d'un outil particulier pour être capable de prendre les bonnes décisions, donc des outils d'aide à la décision. Les actions très concrètes là, sur le terrain, proche du citoyen, d'aménagement d'un parc, etc., va se faire à une échelle plus fine, par exemple, par les municipalités locales. Donc, c'est quoi, on parle des gros documents, peut-être on visualise ça moins bien. Oui. Là, le PMAD, ça va être un brick, ça va être un tome, c'est ça, à la fin de vos travaux. Oui. Le public va pouvoir consulter ce document, va pouvoir voir les municipalités aussi, évidemment. Exact. Et ils vont pouvoir, comme la Ville de Québec, par exemple, quand à la Ville, on va faire un réaménagement au centre-ville, vous allez référer au PMAD?
Bien, en fait, le plan d'urbanisme, comme on disait, il est concordant avec le PMAD. Le PMAD, comme Antoine disait... Ça se fait à la suite du PMAD, c'est ça un peu? Oui, bien là, on est un peu concomitant, mais en même temps, sur le fond, je dirais que les orientations sont les mêmes. Puis tu sais, je dis, en même temps, on est en train de faire des plans particuliers d'urbanisme sur le territoire de la Ville de Québec actuellement, PPU Chauveau, PPU Aéroport, on s'en va vers ça dans le secteur de la Première Avenue, le secteur Canardière. Fait que c'est pas parce qu'on est en train de refaire notre plan d'urbanisme que d'un point de vue encore plus micro, on peut pas faire des plans particuliers d'urbanisme, des PPU pour un secteur donné, parce que au final, on le sait que ça va être concordant dans le sens où les orientations ne changent pas sur un dixaine à 180 degrés. Puis ce qu'Antoine évoquait, c'est-à-dire de faire des milieux de vie, des milieux de proximité, de protéger les milieux humides, de protéger les boisés, tenir compte des éléments de patrimoine. Donc, je pense que sur le fond, c'est pas des orientations qui sortent de nulle part. Puis, bon, la Ville de Québec, elle est très bien représentée à la CMQ aussi. Donc... Vous avez le même maire, je pense, par exemple. Ben, le président de la CMQ, c'est effectivement le maire Marchand. Donc, c'est ça, ça nous empêche pas, je dis souvent aux citoyens, ça nous empêche pas de... On peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Là, donc, on continue de travailler sur des documents. Mais c'est sûr que, comme les PPU, même on révise... Demain, on a un conseil de ville, puis on révise, on dépose une modification à notre gros règlement d'urbanisme à la Ville de Québec. Puis ça, on le met à jour, j'ai envie de dire, 2 fois par année. Donc, tu sais, puis c'est sûr que quand on va avoir adopté notre règlement, notre plan d'urbanisme, on va devoir faire une réflexion globale sur on l'appelle le RVQ 1400. C'est comme, c'est une affaire... ça a l'air technique, ça. C'est très technique. C'est le règlement, ça. Là, le règlement d'urbanisme de la Ville de Québec. On va là, vraiment, là? mais c'est juste pour vous dire, c'est tout... En fait, c'est comme une cascade de modifications qui vont devoir être faites. Puis là, bien sûr, nous, on est vraiment moins avancés que dans le cas du PMAD pour le plan d'urbanisme. Fait que l'adoption va venir après, là, c'est sûr, là, mais bon. Peut-être si je peux revenir à la question, à quoi ça sert aussi de faire de la planification, peut-être par des exemples concrets. Nous, entre le moment où la communauté métropolitaine a été créée en 2002, puis l'adoption de son premier plan métropolitain d'aménagement et de développement en 2012, il y a à peu près une décennie qui a passé, puis on a perdu plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles dans la région pour un petit développement ici, un autre là, on va faire des maisons ici. Bon, à partir du moment c'est l'absence de cet encadrement qui a permis ce développement qui, voilà. Il y a plusieurs autres intervenants qui contrôlent aussi là, les terres agricoles au Québec, dont la Commission de protection des terres agricoles, mais quand même au PMAD de 2012, il y avait un choix de nos élus à l'époque de dire les terres agricoles, il faut les conserver, ils jouent un rôle, ils nourrissent la population, ils ont des rôles aussi pour les écosystèmes. Puis depuis 2012, plutôt que perdre plusieurs centaines d'hectares, on a perdu 56 hectares, ce qui est beaucoup, beaucoup moins. On est une des régions qui se démarque par le moins de pertes de terres agricoles. Donc, c'est un exemple de comment une planification du territoire là, peut aider sur des sujets concrets. C'est la même chose aussi pour protéger les sources d'eau potable. Bon, on se rendait compte que dans les bassins versants, donc dans l'aire en amont de nos prises d'eau potable, toute l'aire du territoire là, qui s'écoule vers nos prises d'eau potable, il y avait beaucoup de développement à une certaine période. Mais il y a des règlements qui ont été adoptés à la communauté métropolitaine pour encadrer ce développement-là, pour s'assurer qu'on maintienne une qualité d'eau suffisante pour alimenter la population en eau potable. Donc, s'il n'y a pas de planification, on y va aux petits projets, mais l'impact cumulatif de ces projets-là, un impact sur les milieux naturels, les milieux agricoles, la qualité de l'eau, la quantité d'espace qu'on utilise pour accueillir la population aussi, la fragmentation des milieux naturels, des habitats. Ouais. Donc, la planification est vraiment, vraiment importante pour s'assurer qu'on se développe le plus possible en respect des limites de la planète. Très intéressant. Oui, puis vous invitez la population à participer à ces démarches de planification. Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu plus, Antoine? Comment ça se fait à la CMQ? Oui, bien dans notre cas, depuis 2019, on travaille sur la révision du plan métropolitain. Donc, on est déjà à la 3e version, donc 3e vague de consultation. À chaque Est-ce que vous allez dans les garderies aussi? Ou... Non, pas dans notre cas, malheureusement. Mais à chaque vague de consultation et de présentation d'un document, il y a des bonifications qui ont été faites. Maintenant, on est à la dernière consultation. C'est le 2e projet de plan métropolitain d'aménagement révisé, là, le titre du document. Puis, on fait une consultation, on s'en va en présence. On est déjà allé là, ici sur le territoire de la Ville de Québec. On est allé à Lac-Beauport.
On est allé à Shannon aussi. Demain, on est à Sainte-Famille, à l'île d'Orléans, demain soir. Il restera ensuite une consultation à tenir à Lévis, une consultation en ligne aussi le 27 février. On reçoit aussi les mémoires, les commentaires en ligne sur une plateforme là, qui s'appelle Bâtir ensemble. Une fois qu'on a reçu tout ça, bien, ce sont à nos élus là, finalement de recevoir les commentaires, décider ceux qu'on va intégrer et de quelle façon dans le projet pour arriver à une adoption là, d'ici la fin de l'année 2025. Donc, les gens peuvent aller, en ce moment, ils peuvent aller en ligne? En ce moment, ils peuvent aller en ligne, nous fournir des commentaires, oui, tout à fait, ou venir en présence dans nos différentes activités de consultation publique. Génial. Okay. Puis, Mélissa, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais la population, probablement, va être consultée encore en amont. Assurément, assurément. Puis là, on est encore au stade très embryonnaire, on est encore en mode collecte d'idées, on n'a pas soumis, comme au niveau de la CMQ, des documents martyrs, si je peux me permettre, que les gens peuvent commenter. Donc, on est encore vraiment en amont de la démarche. Je voulais revenir aussi sur, je m'explique rapidement, Antoine l'a évoqué au niveau de la CMQ, puis c'est aussi vrai au niveau des municipalités locales. Dans le fond, ces documents-là, de planification, à quoi ça sert aussi, c'est qu'on a de nombreux défis à concilier actuellement. Et c'est vrai, particulièrement, entre autres sur le territoire de la Ville de Québec. Puis notre administration, depuis qu'on est en place, on a toujours dit qu'on ne voulait pas élargir le périmètre d'urbanisation. Le périmètre d'urbanisation, dans le fond, c'est l'espèce de pourtour de la ville au-delà duquel le développement n'est pas possible. Puis ça, c'est encadré, c'est normé. Parce que la Ville de Québec, c'est déjà une des villes les plus étalées au Canada. Donc, une fois qu'on a dit ça, bien là, ça nécessite qu'on repense notre façon de développer notre territoire, considérant la forte croissance démographique qu'on nous prédit, puis qu'on sait qu'on va avoir. C'est une bonne nouvelle. La Ville de Québec attire, elle est attractive, les gens souhaitent s'établir ici. Donc, où on met notre monde, on a 80 000 unités d'habitation à construire d'ici 2040. 80 000 qu'on établit à la Ville de Québec d'ici 2040. Donc, considérant la croissance démographique, donc, où on construit, considérant qu'on n'élargit pas le périmètre d'urbanisation, qu'on a déjà dit qu'on s'engageait à préserver 98,4 % de nos milieux humides d'intérêt sur le territoire de l'agglomération, qu'on a des 4 sites patrimoniaux, mais en dehors de ces 4 sites patrimoniaux, on a des noyaux villageois patrimoniaux, on a des boisés à préserver. Donc, ça fait beaucoup de... Puis là, j'ai pas fait le tour au complet. Beaucoup d'enjeux là, à concilier. Beaucoup de défis à concilier. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Comment ça se fait? Comme oui, on parle de la Ville de Québec. OK, il y a une limite de la ville. Si quelqu'un veut développer un nouveau quartier en périphérie, s'ils n'ont pas le droit de le faire à Québec, est-ce qu'ils peuvent juste aller à Shannon ou ils peuvent aller à Stoneham, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, etc.? Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que c'est même pire comme étalement urbaine si quelqu'un s'installe à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Oui. Lorsqu'ils travaillent à Québec, par exemple. Mais nous, c'est précisément pour ça qu'existe la communauté métropolitaine. On établit d'abord le périmètre urbain métropolitain. Puis c'est à l'intérieur de ce périmètre-là, urbain métropolitain, que chacune des municipalités va pouvoir délimiter son propre périmètre urbain. Elle pourrait faire plus petit que ce que nous, on propose, mais elle ne pourra jamais dépasser le périmètre urbain métropolitain là, sans l'autorisation de la communauté métropolitaine. Nous, quand on regarde le territoire, évidemment, il y a une grande centralité qui est Québec, il y a une autre assez grande centralité qui est Lévis, mais on est dans un territoire où on essaie d'avoir une organisation qu'on dit polycentrique, donc avoir plusieurs centres. Puis, c'est pas parce que Québec est le grand centre que les périphéries, il faut arrêter de les développer non plus. Ils ont des enjeux de vitalité régionale, d'attractivité. Donc, on établit autour aussi des pôles périurbains. C'est le cas, par exemple, de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Stoneham, Lac-Beauport, Bois-Châtel, Beaupré. Donc, dans notre périphérie, c'est les endroits où on souhaite diriger davantage de développement, mais aussi leur demander de faire un effort, davantage de densité urbaine, davantage de transport collectif. Donc, même autour, évidemment, ça va être dans une moindre mesure. On ne fera pas un centre-ville de Québec à Beaupré, mais on veut quand même qu'il y ait un effort qui se fasse là, de densité, d'accès au transport collectif, au commerce. Comment est-ce qu'on exige qu'ils fassent un effort?
C'est une chose de, demander qu'il fasse un effort, mais si quelqu'un veut des bungalows unifamiliales... Mais le plan métropolitain, c'est un outil réglementaire qu'on va mesurer et suivre dans le temps. Pour chacun des types de milieux de vie, on identifie des seuils de densité minimum à atteindre selon le type de milieu de vie. Donc, par exemple, à l'île d'Orléans, en zone plus agricole, le seuil de densité qu'on va demander va être très, très bas, alors qu'au centre-ville de Québec ou à Sainte-Foy, il va être très, très, très élevé. Quand on va aller dans des milieux comme Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou Bois-Châtel, qui sont de ce qu'on appelle des pôles péri-urbain, mais là, on va demander des seuils de densité intermédiaires qui arriveraient, dans un monde idéal, à soutenir un service de transport collectif intéressant. Et c'est là, tout à l'heure, Mélissa parlait, là, le PUM, le plan d'urbanisme et de mobilité, c'est les deux ensemble, c'est l'urbanisme, la mobilité. C'est vers là aussi qu'on veut aller à notre échelle. Si on veut avoir des services de transport collectif intéressants, à haut niveau de service, attrayants pour la population, mais il faut qu'il y ait une quantité de population suffisante pour alimenter ces services-là. Donc, il faut un peu là, centraliser les gens autour de corridors de mobilité durable, autour de points d'accès au transport collectif. Donc, la Ville le fait à son échelle, puis nous, on essaie de le faire aussi là, avec les périphéries. 80 000 logements dans les 15 prochaines années. Ça, c'est 80 000 logements, donc c'est pour une population de peut-être le double. C'est ça, si je comprends bien? Ce que l'Institut de la statistique a prédit pour la Ville de Québec de mémoire, c'est la Ville de Québec qui va connaître la plus forte croissance là, dans les prochaines années à l'échelle du Québec. Et là, je me rappelle plus si c'est 28 ou 38 % de plus de population. OK. Ouais, donc c'est assez substantiel. Mais 80 000, c'est beaucoup. Avec les défis qu'on a, tu disais tantôt quelqu'un qui veut développer un nouveau quartier de maison unifamiliale, ça devient, j'ai envie de dire, de moins en moins possible sur le territoire de la Ville de Québec actuelle. Puis c'est correct, parce que là, mais j'ai envie de dire, quasiment chaque nouveau site amène sa contrainte avec laquelle il faut composer. Et là, il faut un peu faire, comment je pourrais dire, la balance des contraintes ou la balance des plus avec les moins en fonction des secteurs. Bon, là, on voit, il y a quand même quelques sites de centres d'achat, par exemple, qui se revitalisent à Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est de l'espace qu'on peut utiliser. De manière plus concrète, c'est un annexe du plan d'urbanisme. On développe un PPU dans le secteur Chauveau, donc le Boisé des Châtelles, dans ce secteur-là. Il y a 2 semaines, on annonçait qu'on va préserver 66 % de ce site-là où il y a une concentration importante de milieux humides d'intérêt, mais on va permettre du développement résidentiel dans la portion nord-est, si bien sûr le reste du cheminement se passe comme on le souhaite. Là, la consultation sur le schéma va avoir lieu le 13 mars. Mais c'est ça. Donc, il faut faire cette balance des enjeux-là, considérant l'attractivité de notre ville. Mais c'est souvent, ma collègue Marie-Josée, qui porte le dossier de l'environnement, dit souvent, elle a 3 enfants, ce sont des jeunes adultes. Alors, on était 5 dans une maison à un moment donné. Là, mes 3 enfants, ils veulent chacun leur maison aussi, puis ils veulent rester pas trop loin dans le quartier où ils habitaient. Fait que, les gens ont tendance à penser que c'est que du monde de l'extérieur, mais non, c'est pas que du monde de l'extérieur. Puis la Ville de Québec attire au niveau intra-Québec. On a des emplois super bien rémunérés. Le salaire moyen à Québec est supérieur à la moyenne québécoise. Donc voilà. Et où, donc... où? Peut-être où? Mais si on pense à ton district, Cap-au-Diamant, centre-ville de Québec, est-ce que parmi les 80 000 logements, ça va être... il y en aura des constructions de oui, assurément, il y en a partout. Puis c'est ça, quand on dit qu'il y a des endroits sans contrainte, il n'y en existe plus. Il y a des projets sur le très peu de stationnement de surface qui reste dans Cap-au-Diamant. Il y a du potentiel de conversion de bâtiments patrimoniaux. La Ville de Québec a acheté des bâtiments dans le Vieux-Québec dans une perspective, entre autres, résidentielle. On pense à l'ancienne école Saint-Louis de Gonzague avec le foyer Nazareth à l'arrière. Il y a sur ce lot-là, qui est quand même très gros, des nouvelles constructions qui peuvent se faire. Plus, on peut convertir ces bâtiments-là. On a vu récemment, c'est pas un secret, là, ça a été dit dans les médias, la Société québécoise des infrastructures du Québec a décidé qu'elle mettait fin à ses baux pour ses fonctionnaires à Place Diouville. Donc, il y a 2 tours à Place Diouville où il y a, entre autres, le ministère de l'Économie.
l'autre tour, là, je m'excuse, ça m'échappe, je me rappelle pas c'est quel ministère qui est là. Mais donc, on le sait qu'en 2026, sauf erreur, les baux de la SQI vont finir et elle ne renouvellera pas ces baux-là. Et on sait que pour une tour, ça a été dit dans les médias, il y a déjà un projet de conversion en résidentiel qui est en cours. Fait qu'il y a un potentiel. Dans un tour à bureau au cœur du ville. Intéressant. Et puis c'est vraiment ce qu'on veut faire là aussi à l'échelle métropolitaine, aller vers un développement urbain qui est assez sur le renouvellement de la ville sur elle-même, l'optimisation des espaces qui restent dans la ville plutôt qu'aller consommer d'autres milieux naturels, d'autres milieux agricoles qu'on va perdre, qui nous rendent des services importants aussi dans un contexte de crise climatique, notamment. Donc, nous, ce qu'on fixe comme cible dans ce cas-ci au PMAD, c'est qu'on souhaite que d'ici 2041, 65% des nouveaux logements soient construits dans des pôles, des noyaux ou des corridors de mobilité durable. Donc, on veut vraiment plus que la majorité, 65%, qui se fasse vraiment en renouvellement puis en optimisation du territoire. Donc, on aille moins, justement, dans des nouveaux quartiers résidentiels, sur une forêt qu'on rase, ouvrir des rues, exactement. Puis, je fais un lien avec une question que tu posais tout à l'heure, David, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger que les gens s'en aillent plus loin? Mais ça, c'est une grande préoccupation qu'on a. Puis là, on interpelle aussi le gouvernement du Québec sur ça, puisque on peut être plus contraignant à l'échelle de la communauté métropolitaine de Québec. C'est certain qu'il y a des coûts aussi pour ça, pour les municipalités, faire un développement autrement. Ça peut coûter plus cher de développer en optimisation plutôt là, que le laisser aller traditionnel là, qu'on fait en termes de développement urbain. Mais nos voisins, eux, n'ont pas le même cadre d'aménagement, n'ont pas de communauté métropolitaine là, pour leur imposer ce type de choses-là. Donc, c'est une préoccupation qu'on a aussi quand on est à Saint-Augustin dans la communauté métropolitaine. Quand on est rendu à Neuville, on n'y est plus. Puis l'Aubignal n'y est pas non plus. Bellechasse non plus. C'est des territoires là, qu'on appelle la zone d'influence métropolitaine. Il y a beaucoup de gens qui habitent sur ces territoires-là, qui s'en viennent travailler là, vers le centre-ville de Québec ou de Sainte-Foy. Ils font des beaux efforts aussi là, d'urbanisation, mais c'est vraiment important qu'on arrive à développer une cohérence pour ne pas envoyer juste les gens un petit peu plus loin. Là. Ce serait contre-productif. Si je peux ajouter, je m'excuse rapidement, il y a un coût aussi sur le plan fiscal pour une municipalité à toujours s'étendre puis ouvrir des nouvelles rues. Parce que, ça coûte très cher à la ville. Mais oui, ça coûte cher en termes d'infrastructures souterraines. Souvent, on ne les voit pas, fait qu'on a tendance à les oublier. Ou faire une rue, ça coûte cher, versus optimiser l'espace qu'on a déjà, optimiser les infrastructures souterraines qu'on a déjà. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, à la ville, dans les travaux, en ce moment, dans les vieux quartiers, je veux dire vieux en guillemets, on sépare, entre autres, nos conduites souterraines, là, les eaux pluviales, les eaux usées, parce que là, justement, pour pouvoir absorber cette plus grande densité-là, j'ai envie de dire, il y a peut-être des gens dans Saint-Jean-Baptiste qui vont dire, mais voyons, on est déjà le quartier le plus... Mais oui, mais il y a encore un peu de place. Un des plus denses au Canada. Oui, en tout cas... peut-être plus maintenant. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, jusqu'à tout récemment, oui. Ce sont des beaux défis. Puis on voit, c'est ça, au centre-ville, dans les quartiers plus centraux, les gros projets comme îlot Dorchester qui provoquent la controverse. Beaucoup disent que c'est trop haut, trop dense. Même dans les quartiers comme Sillery, quand on démolit une vieille maison ancestrale qui est quand même en forme, en bon état, pour faire un quadruplex, oui, c'est la densification, mais ça change un peu l'esprit, si on veut, du quartier, l'ambiance dans le quartier. Puis c'est sûr, il y a beaucoup d'opposition à ces projets. Oui, bien, c'est sûr, quand l'îlot Dorchester, entre autres, tu le nommes, on vient changer possiblement un paysage urbain. Je veux quand même dire que dans les dernières années, en termes de patrimoine, dans des quartiers comme Sillery, Vieux-Québec, même Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Montcalm, donc des vieux quartiers à Québec, Beauport, Charlesbourg, on ne peut plus démolir comme ça des maisons qui sont encore bonnes pour faire un quadruplex. Donc, il faut faire des démonstrations là, maintenant que le bâtiment est irrécupérable là, au niveau de l'intégrité. C'est vu en comité de démolition. Donc, on est vraiment venu mettre des garde-fous à ce niveau-là. Puis, on a des beaux cas
de maisons qui sont sauvegardées, où il y a un lotissement à côté ou qui sont intégrés à des projets d'ensemble qui sont plus grands. Il y a un cas à Sainte-Foy, là, l'ancien, je pense que c'est la maison du spaghetti, qui va être intégré à un projet vraiment plus gros. On a un cas à Charlebourg aussi. Sur la Grande Allée, je pense. Sur la Grande Allée, effectivement. Sur le chemin Sainte-Foy. Donc, de plus en plus, on invite, on incite à conserver. On a un cas à Val-Bélair aussi, là, tout récemment. Donc, c'est de moins... Je dis pas que ça n'arrivera plus jamais. Parce que des fois, la meilleure façon de dire qu'on veut tuer son chien, c'est de dire qu'il a la rage, n'est-ce pas? Mais on a quand même venu mettre des garde-fous beaucoup à la Ville de Québec, en tout cas, pour s'éviter des situations comme ça.